Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité mosellane. Voici les titres de ce jeudi 9 mars. Ce soir, nous irons à la Max où un chantier de 3 millions d'euros va bientôt se terminer. Un complexe sportif pour accueillir correctement les 200 licenciés du club de foot et les 300 autres de clubs d'hiver. Avec 800 000 euros de plus dans le budget culturel, vous allez voir que le département de la Moselle a misé sur une programmation riche et variée pour la nouvelle saison culturelle justement. Et puis nous irons aux côtés des élèves de 3e invités par la Chambre des métiers et de l'artisanat, de quoi les intéresser à la boulangerie-pâtisserie ou encore au secteur de l'électricité. La météo de vendredi s'annonce grise et maussade. La pluie sera au rendez-vous sur tout le département. Les températures seront comprises entre 5 degrés le matin et 11 degrés au maximum l'après-midi. Les premières assises nationales contre les dérives sectaires ont débuté ce jeudi à Paris avec une hausse de 86% des signalements en 5 ans. Le sujet se devait d'être traité. Pierre Moulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître conférencier en psychosociologie de la santé à l'Université de Lorraine. Vous vous êtes justement intéressé à ces dérives autour de la santé et au gourou 2.0, si on peut appeler ça comme ça. On va revenir vers vous rapidement, le temps de développer le reste de l'actualité. Alors que les citoyens sont dans la rue, les sénateurs continuent de débattre autour de la réforme des retraites. D'ailleurs, l'article 7 autour de l'âge légal de départ, article le plus polémique depuis le début du projet, vient d'être voté. État des lieux avec Jonathan Vaucher. Dans la nuit, l'article 7 de la réforme des retraites a été adopté au Sénat. Un vote assez large par l'hémicycle dominé par la droite, 201 voix contre 115, malgré la mobilisation syndicale qui a repris plus fort ces derniers jours. Face à la suppression de plusieurs amendements, la gauche, l'extrême gauche et les écologistes ont décidé de quitter la séance. Le texte prévoit le recul de la retraite à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Le Sénat aura jusqu'à dimanche à minuit pour examiner la réforme. Prochaines échéances, la commission mixte paritaire, 7 sénateurs et 7 députés qui doivent établir la version finale du projet de loi le 15 mars. La réforme repartira alors à l'Assemblée le lendemain pour une nouvelle navette avec le Sénat jusqu'au 26 mars. Si le projet n'a pas été voté à cette échéance, le gouvernement aura la possibilité de le mettre en œuvre par ordonnance. Et depuis un an, l'inflation atteint des taux records en France. Elle s'approche des 15% selon l'INSEE. L'énergie, l'alimentaire, les transports, tous les secteurs connaissent cette hausse des prix. À Metz, nous vous avons demandé comment cela se répercute sur votre manière de consommer. Réaction au micro de Jean Milon. Je fais attention parce que les prix ont effectivement augmenté et nos retraites très peu. Moi j'ai eu 4% d'augmentation en tant que retraité. Et les prix, d'après ce qu'on entend, augmentent entre 15 et 20. Depuis que les prix ont nettement augmenté, quand on va faire les courses dans les magasins, on regarde à 2 fois et on ne dépense plus pareil. Et puis surtout, on a du mal à boucler les fins de mois. Puis les loisirs, je vous dire honnêtement, il n'y en a plus. Les loisirs, c'est devenu une option. En général, quand j'achète des trucs, vu que je suis toute seule, je les achète pour une personne. Et j'avais acheté un poivron et il était à 1 euro et quelques. Et, en collant l'étiquette, je pensais m'être trompée. Et en fait, non, c'était le prix d'un poivron. On se prive de tous les petits plaisirs du quotidien. La preuve en est, c'est que regardez, j'ai les cafés qui sont vides. Donc automatiquement, il y a une certaine privation. On regarde les pubs de toute façon toutes les semaines pour voir s'il y a au moins des promotions sur des produits qu'on connaît. Malgré tout, il faut quand même faire les courses et c'est désolant parce que c'est toujours plus cher et on a toujours moins. Je me prive de quelque chose, un peu les sorties des trucs comme ça parce que ça coûte de plus en plus cher. Et aussi au niveau des courses, j'achète moins de trucs. L'alimentation elle augmente tout le temps, tout augmente tout le temps, donc du coup chaque fois qu'on achète il faut toujours serrer la ceinture un peu plus, toujours un peu plus, donc du coup il arrive un moment où il faut que ça s'arrête quoi. Quand j'ai des envies c'est pareil, faire une croix dessus. La viande, le fromage, tout ce qui est cher en fait. Vous appréhendez les prochains mois ? Je pense que ça sera peut-être pas pire que ça quoi. Là on est au fond à mon avis. Voilà.
Et cette inflation fait d'autant plus mal à ceux qui ne voient pas leur salaire augmenter. Exemple avec les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF Lorraine qui étaient en grève hier devant leurs locaux à Metz. Les revendications étaient multiples. Déjà une revalorisation des salaires après 10 ans de stagnation, une meilleure reconnaissance de leurs compétences qui ne cessent de s'élargir et de se complexifier, mais aussi le remplacement des équipements devenus vétustes et la possibilité d'être mieux formés en fonction des nouvelles missions de travail. L'occasion également de mettre en lumière les nombreuses incivilités subies sur le terrain par les agents. L'hôpital d'Hayange a l'air d'être en bonne santé. Alors si l'année dernière, son service de médecine polyvalente était menacé de transfert vers le centre hospitalier de Thionville, aujourd'hui, il a réussi à le conserver et peut même se targuer d'accueillir une nouvelle offre de santé. Il s'agit du centre de santé dentaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qui a déménagé sur le site. L'objectif, améliorer et renforcer l'offre de soins dans la vallée de la Fensch, avec entre autres un plateau technique moderne et une capacité de prise en charge avec 2 praticiens au lieu d'1. Autre projet, autre commune, à la Max, la mairie s'apprête à inaugurer son plus gros chantier depuis une décennie. Dans ce village près de Metz, le club de foot compte 200 licenciés, mais il y a aussi plus de 300 adhérents à la MJC, la musculation ou encore la pétanque. Alors pour fédérer toutes les associations et accueillir ces clubs dans les meilleures conditions, le nouveau complexe sportif à hauteur de 3 millions d'euros va bientôt s'achever pour sortir de terre au printemps. Tour du propriétaire avec le maire. Je propose de me suivre, on va visiter un. Donc là vous avez un vestiaire. Un complexe sportif à 3 millions d'euros, le plus gros chantier pour la petite commune de la Max et son millier d'habitants. Un dossier de 2 mandats pour l'équipe du maire. Les 3 bâtiments sortent enfin de terre. Après on va poursuivre dans la salle de fitness, donc là où il y aura donc tout un tas de sports doux mais très rythmés. Dans la salle de musculation, donc une salle de 200 mètres carrés. Donc le clubhouse scout qui a été conçu donc pour donner bien entendu sur le terrain synthétique que nous avons réalisé en 2015, où on va retrouver de nouveau un bar, clubhouse pétanque, et puis il y a 4 pistes intérieures au niveau de la pétanque. La Max, une commune sportive, 200 licenciés au foot, 19 activités à la MJC, un club de fitness ou des boulistes qui auront des dizaines de terrains. Ce qui leur manquait, c'était un peu d'installation couverte, parce que je jouais à la pétanque en hiver. Et on espère qu'on va fédérer également de nouveaux habitants de la Max pour venir jouer à la pétanque. C'est sympa comme sport. Très attendu, ce complexe de 1400 mètres carrés était prévu en 2022, mais ne sera ouvert qu'en mai prochain. Nous avons réalisé une enquête, nous avons fait un sondage auprès de tous les habitants il y a quelques années pour savoir quelles étaient leurs envies, quels étaient leurs centres d'intérêt. Le dernier gros projet, c'était la véloroute Charles le Téméraire que nous avons réalisé donc en 2009-2010, qui coûtait en gros 900 000 euros. Mais on n'était jamais arrivé, si vous voulez, donc, à ce montant prévisionnel de travaux. Alors prévisionnel qui ne sera pas dépassé puisqu'on est aux 3 millions. Mais bon, il faut prendre en compte la Covid-19 qui nous a généré donc, beaucoup de plus-values. Et surtout les plus-values sur les matériaux générés par la guerre en Ukraine que tout le monde connaît à l'heure actuelle. En plus des subventions des collectivités, le complexe sera financé par la plus-value d'un nouveau lotissement. Top départ de la saison culturelle 2023 sur le département avec cette année un budget alloué à la culture en hausse de 800 000 euros. Résultat, une programmation riche et variée. Attend les visiteurs, on fait le point avec Emma Facchetti. Dès le printemps, la culture fleurira en Moselle, notamment grâce à des expositions. À partir du mois d'avril, et ce jusqu'au mois de décembre, 6 sites passionnément Moselle accueilleront des expositions sur le patrimoine local, mais aussi sur les Jeux Olympiques. On est en relation avec une société suisse qui détient énormément d'objets symboliques des Jeux Olympiques et on est en relation avec eux pour ouvrir une belle exposition au mois de septembre qui va durer jusqu'au moment de Paris 2024, même peut-être après. On verra des objets qui sont impressionnants, remarquables, symboliques. Et cela se fera et on l'inaugurera au mois de septembre prochain. Cette année, la saison culturelle prend le virage du numérique. Le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte et la maison Robert Schuman à Cisse-Azel viennent d'obtenir le label Microfolie, un dispositif qui propose des contenus culturels, ludiques et technologiques. L'objectif, c'est de pousser ces murs par la réalité augmentée, de par donc l'esprit
prix virtuel des œuvres qui sont présentées, et nous le faisons depuis un certain temps. Mais c'est vrai également dans la démarche que nous engageons, de Microfolie, qui donne accès à tous les musées du monde, enfin d'Europe au moins. Et là, dans cette démarche, on est également dans la pédagogie pour nous. Et celle-là, à mon sens, est éminemment importante parce que de par cette façon d'aborder la culture par le numérique, c'est engager un intérêt en direction de nos jeunes. La saison culturelle sera aussi marquée par de nombreux temps forts estivaux. Parmi eux, la 6e édition du Festival de la bande dessinée et l'ennemi celtique au château de Malbrook. Vita Romana au parc archéologique européen de Bliesburg-Rhenheim et la fête des jardins et des saveurs au jardin fruitier de Lakenexie. Un savoureux millésime. Un fragment du panorama de Rezonville est enfin exposé au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte. Cette pièce a été découverte en 2021 dans un bureau de l'école militaire à Paris. Formellement identifié comme faisant partie du panorama de Rezonville, le tableau a été mis en dépôt par le ministère des Armées au musée. L'immense toile représente un office à cheval lors de la victoire française, la bataille de Mars-la-Tour, dite bataille de Rezonville, le 16 août 1870. Le musée mosellan possède désormais une vingtaine de morceaux de ce fameux panorama. Et tant que nous sommes dans le monde de la culture, restons-y et en bonne compagnie avec Alicia Hublot qui nous a rejoints. Bonsoir Alicia. Bonsoir Aurélie. Ce soir, direction le carreau de Forbach pour y découvrir le spectacle Incandescence. Spectacle proposé dans le cadre de la 9e édition du festival Migration, à la mise en scène Ahmed Madani, qui a invité 9 jeunes hommes et jeunes femmes non professionnels à raconter sur scène leur histoire, l'histoire intime de celles et ceux qui ont grandi dans des quartiers populaires et dont les parents ont connu l'émigration. Des histoires drôles, sérieuses, des histoires d'amour, des souvenirs d'enfance, bref, des histoires universelles qui ne vont pas vous laisser indifférents. Le seul homme qui s'est approché de mon intimité, c'est Nicky Larson. On est entré dans la zone de non-retour. Tu sais pas où ça va t'emmener, mais tu sens que ça va être loin. Il va se passer quelque chose de dingue, t'y crois pas vraiment? Et brusquement... Wesh, comme elle est fraîche, elle! Sur la vie de ma mère, elle c'est mort, je la lâche même pas. Albo zadzwonię do radia i do telewizji i powiem, że Armia Polska ma w swoich szeregach porywacy dzieci. Awa, commence même pas. Tu crois que moi, j'en subis pas de la pression? T'inquiète pas, Wallah, notre amour, il va exister, Inch'Allah. Voilà, Incandescence, un très beau spectacle à découvrir le 16 mars à 20h au carreau de Forbach, sachant que vous allez pouvoir, à l'issue du spectacle, discuter avec l'ensemble de la compagnie. On va poursuivre avec une petite touche d'humour, puisque Verino se produira sur la scène de l'Amphi à Yutz. Oui, Verino, qui est originaire de Nancy, qui ensuite, en 2004, est parti sur Paris. Il s'est fait remarquer avec un premier spectacle. On l'a retrouvé également dans l'émission de télévision On ne demande qu'à en rire, dans la série Bref, au cinéma dans le film Fonzie. Tout dernièrement, sur YouTube, il a créé Dis donc Internet, où il parle d'actualité dos au public. Aujourd'hui, il est sur la scène de l'Amphi avec son nouveau spectacle Focus. Regardez. Bleu, c'est-à-dire cultivable. En gros, l'idée, c'est de pouvoir cultiver dessus de quoi nourrir les bovins. Donc, plus tu manges de viande rouge, plus il y a de bœufs, plus il y a de bœufs, plus il faut les nourrir, plus on coupe les arbres et on les brûle. Et à l'heure actuelle, et c'est un vrai chiffre que je vais vous donner, dans le monde, toutes les 6 secondes, c'est l'équivalent d'un terrain de foot qui part en fumée. Un terrain de foot. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire, un terrain de foot. Ça veut dire qu'on a une période de notre histoire, l'humanité, où on a domestiqué le feu, on a inventé la roue, mais notre unité de mesure... Ouais, ça reste quand même le bon vieux terrain de foot. Voilà le niveau de l'espèce à laquelle vous appartenez, les amis. Hein. Dans 10 ans, les fortes pluies, on va les compter en panne de bière. Voilà, Verino qui nous parle de sujets mondiaux, spatiaux. Il nous parle de ses contradictions, de nos contradictions. Il sera sur la scène de l'Amphi à Yutz le 21 mars à 20h30. Et on va terminer avec l'écrivaine Céline Rigui, qui sera d'ailleurs votre invitée dans la prochaine boîte à malice. Céline Rigui, à qui sera remis le prix Marguerite Puldemange lors du prochain livre à Metz, ce sera en avril. Exactement, le prix lui sera attribué pour son magnifique premier livre, Berline, paru aux éditions du Sonneur. Céline Rigui est originaire du PIO et pour ce premier livre, elle nous raconte Fernand, qui va rester coincé suite à une explosion minière sous une berline. C'est un sujet a priori sombre, mais pourtant extrêmement lumineux, un livre sur la vie. Et je vous propose de l'écouter en parler et nous dire ce qu'elle a ressenti en apprenant qu'elle remportait le prix Marguerite Puldemange. Et le défi, c'était de faire un roman lumineux, j'y tenais beaucoup.
Le défi était justement de faire sortir de la lumière d'un endroit obscur comme la mine et d'une vie obscure comme celle de Fernand. Oui, exactement. Et puis il y a aussi ton écriture, extrêmement poétique. D'ailleurs, elle a été saluée par les membres du jury du livre à Metz, qui te remettront à l'occasion du prochain livre à Metz le prix Marguerite Puldemange. Oui. On imagine que tu as dû être émue à l'annonce de ce... Alors, très émue, et je pense qu'ils l'ont entendu parce qu'ils m'ont entendu au téléphone, où j'ai pu échanger un peu avec eux. J'ai été très émue et je suis très heureuse et très honorée de ce prix parce que c'est un prix lorrain. Oui. Voilà, et pour tous ces hommes du fond, etc., cette reconnaissance-là, pour moi, elle est importante aussi puisque ça fait partie du patrimoine de la région. Alors oui, je suis vraiment très, très, très touchée par ce prix. Céline Rigui, dont on pourra découvrir l'entretien en intégralité mercredi prochain dans la boîte à Malice. Merci beaucoup Alicia. Merci. À la semaine prochaine. Découvrir sa voie professionnelle en étant apprenti, ce sera peut-être le choix de ces élèves de 3e invités par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle. Ils ont pu s'intéresser à différents domaines, de la boulangerie-pâtisserie à la coiffure, en passant par le secteur de l'électricité. Initiation et immersion étaient au cœur de ce programme. Regardez. Ce jeudi, les salles et les couloirs de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle présentaient de nouvelles têtes. À Thionville, Forbach, mais aussi à Metz, cette journée a été placée sous le signe de l'immersion pour ces élèves de 3e venus en nombre. Tâchez aussi que vos cheveux soient toujours bien mouillés. L'objectif, faire découvrir différents domaines accompagnés d'un apprenti référent. D'échanger avec un jeune, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand un jeune parle à un jeune et du coup voilà, il y a un petit peu ce coaching de la part de nos apprentis qui permet de leur faire découvrir le métier et une journée au CFA. Immersion, mais également pratique, ce programme est un passage appréciable pour l'orientation de ces jeunes élèves dont le retour sera à l'étude par les parents mais aussi par les professeurs. On va pouvoir avoir toute une discussion avec l'équipe pédagogique pour pouvoir trouver la solution, la meilleure orientation pour l'élève et que ça lui plaise, surtout le plus important. Mais ici, même les plus grands avaient quelque chose à observer. Derrière cette salle, Jean-Pierre Cazu, élu meilleur ouvrier de France en prothèse dentaire, est intervenu auprès des élèves sur la thématique de la céramie. Un moment d'apprentissage, mais surtout de partage. C'est extrêmement important. Vu mon col bleu, blanc, rouge, il arrive un moment où ce que je leur ai expliqué ce matin, c'est qu'on a une période d'apprentissage, une période de mise en place de ce qu'on a appris. Et la dernière période qui me concerne aujourd'hui, c'est de transmettre les connaissances que j'ai acquises pendant des dizaines d'années d'activité. La Chambre des métiers de l'artisanat de Moselle a pris l'habitude de faire découvrir les métiers enseignés dans l'établissement. Dans ce sens, une journée porte ouverte est prévue le 25 mars prochain. Les premières assises nationales sur les dérives sectaires ont démarré ce jeudi à Paris, un sujet encore tabou mais qui préoccupe avec une hausse des signalements de 86% en 5 ans. On en parle avec notre invité du jour. Pierre Moulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître conférencier en psychosociologie de la santé. C'est à l'Université de Lorraine que vous exercez. Oui. À l'heure où cette première journée des Assises nationales des dérives sectaires se termine, peut-on dire que c'était nécessaire de crever l'abcès et d'en parler ? Absolument, puisque c'est un phénomène inquiétant qui augmente là aussi chaque année, puisque la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires existe depuis 20 ans. Elle a été créée en 2002. Elle est rattachée actuellement au ministère de l'Intérieur. Il y a 12 personnes seulement qui travaillent là. Il faut savoir quand même qu'ils ont recensé donc là 4000 signalements cette année. Alors, ils estiment à peu près à 500 le nombre de groupes sectaires qui actuellement existent en France, et notamment en milieu rural. C'est ce qu'on appelle la diagonale ici du vide, qui traverse toute la France et qui concerne surtout des secteurs où les services publics seraient moins présents
qu'ailleurs. Il y a 140 000 personnes qui seraient directement impliqués, dont 90 000 enfants, donc c'est quand même important. Alors il y a eu un rapport parlementaire il y a quelques années qui estimait à 1,5 million le nombre de personnes directement ou indirectement concernées par ces dérives sectaires, et il y a une vingtaine de procédures judiciaires pour la mise en danger d'autrui actuellement en cours. Alors il faut savoir que ça concerne potentiellement tout un chacun et tout un chacune, hein. C'est pas seulement réservé à des personnalités, des personnes qui seraient fragiles spécifiquement. On voit il y a tous les âges, toutes les catégories sociales, toutes les régions sont ici concernées. Pourquoi est-ce que c'est encore tabou, ce sujet-là, ou en tout cas empreint de mystère, si on peut dire ça comme ça? Alors c'est vrai que c'est un phénomène inquiétant, puisque là, par définition, les sectes sont dans une dynamique de rupture par rapport à la vie sociale, par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui fait le commun entre nous. Donc c'est quelque chose, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on voit bien qu'il y a quand même toute une série de dangers, là aussi, à la fois pour le lien social et à la fois pour la santé publique. Donc là, qui ont quand même alerté, là aussi, les autorités publiques. Donc il y a beaucoup de gens, évidemment, qui surveillent ces mouvements-là de très près, qui sont en rupture par rapport à l'ensemble. Alors on connaît tous, toutes et tous, des sectes les plus médiatisées, en tout cas la scientologie, les témoins de Jéhovah. Mais de votre côté, vous vous êtes intéressé à des nouveaux gourous. Ce sont des tendances liées au monde de la santé, c'est-à-dire des soi-disant pratiques miracles contre des maladies. C'est ça. Alors là, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'on pourrait appeler les gourous 2.0. Là, alors il faut savoir quand même que grâce à Internet, d'une certaine manière, et d'autant plus depuis la pandémie Covid, là, on a vu toute une série d'influenceurs là sur Internet et les réseaux sociaux qui ont pris une ampleur absolument extraordinaire, avec des millions de vues sur Internet. Donc là, on a vraiment une caisse de résonance là pour un discours qui jusqu'à présent était relativement circonscrit localement, mais là qui, grâce à l'outil numérique, prend une ampleur absolument extraordinaire aujourd'hui, et qui leur permettent là aussi de diffuser toute une série de thèses, là aussi souvent parfois extrêmement farfelues, mais pas forcément. On peut avoir des choses qui prêtent à confusion, où on va s'appuyer avec des théories pseudo-scientifiques, de la pseudo-médecine, là aussi, où on promet monts et merveilles à des personnes notamment gravement atteintes par des cancers, sida, troubles neurologiques, etc. Là, des solutions, et c'est surtout, là, on va s'adresser à des publics qui sont particulièrement réceptifs, parce qu'en situation de fragilité, et qui sont en quête de sens, qui sont en quête de guérison, qui sont en quête, là aussi, de bonheur, c'est-à-dire on vend à la fois de la santé, on vend des soins, on vend du bien-être. Et là, on a vraiment un créneau qui est extrêmement important aujourd'hui, et qui attire un public qui est extrêmement massif. On va retrouver en partie dans tout ce qui est médecine conventionnelle et alternative, par exemple. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura une dérive sectaire, mais on peut, là, dans ce champ-là, on observe de manière très précise des dérives sectaires qui sont inquiétantes. Alors comment on va déceler les premiers signes, que ce soit pour soi-même ou pour ses proches ? Alors, les premiers signes d'alerte, là, ici, c'est des personnes, par exemple, qui sont en rupture, dans des dynamiques de rupture. Alors, par rapport à la famille, par rapport à eux-mêmes, là, on voit un changement de comportement, on voit un changement de discours, avec un discours qui peut être parfois très étrange pour l'entourage, auquel ils ne sont pas du tout habitués. Et l'entourage est souvent démuni en disant « mais on ne le reconnaît plus » ou « on ne la reconnaît plus, qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, on voit des personnes qui se replient sur elles-mêmes, qui, par exemple, abandonnent leur étude, qui démissionnent de leur métier, qui là ont des conflits nourris et voire des ruptures définitives avec leur milieu familial ici, et on voit bien une perte de sens de la réalité. Là on se dit ça y est, il y a quelque chose qui se passe, et là qui inquiète là l'entourage immédiat. Et là c'est en fait un reflet d'une situation d'emprise mentale là dont ces personnes sont victimes là, et qui suivent de manière aveugle, pourrait-on dire, les recommandations du gourou là qu'on suit de manière assidue sur Internet, là, avec des vidéos, alors sur YouTube, avec sur les réseaux sociaux, etc. etc. Il y a des conséquences financières, ça voilà. peut même aller jusqu'à la mort, parfois. Alors, il y a des conséquences financières, c'est-à-dire que là, on a des demandes exorbitantes, là, qui s'annoncent pas tout de suite, mais qu'on voit venir, et là, les gens, on voit, s'endettent, voire même se ruinent, là aussi, pour la secte, ou pour des gourous, pour suivre, là aussi, les formations qui sont souvent très chères, là aussi, et
qui peuvent amener, puisque là on a affaire, par exemple, on a des cas fréquents de personnes atteintes par le cancer qui abandonnent du jour au lendemain leurs traitements biomédicaux conventionnels qui ont fait quand même leurs preuves, là pour rentrer dans des régimes crudivores ou ne plus manger que des fruits et des légumes, etc., et faire des jeûnes prolongés, etc., avec des promesses le lendemain. Voilà, c'est ce qu'on appelle avec des pertes de chance, où là, effectivement, bien là, on voit une aggravation de la maladie, on voit des métastases qui, là, se développent partout, et souvent, il est trop tard quand les gens veulent faire marche arrière. Donc, il y a un vrai problème de santé individuelle et publique ici. Alors, en cas de doute, on va quand même donner quelques contacts en Moselle. Alors, certaines délégations sont en Alsace, mais s'occupent tout de même de notre département. Vous pouvez contacter notamment les professionnels de santé, notamment ceux affiliés à l'Ordre des médecins de Moselle. Vous allez avoir le contact qui s'affiche, ou alors des associations d'aide aux victimes, comme l'Association de défense des familles et de l'individu, ou encore le Cercle laïque pour la prévention du sectarisme. Et bien sûr, pour toute question, rendez-vous sur le site internet mivilude.intérieur.gouv.fr. Merci beaucoup Pierre Moulin d'avoir apporté votre expertise sur ce plateau. Les yeux qui grattent, le nez qui coule. Si vous êtes allergique au pollen, cette information est pour vous. L'Eurométropole de Metz se dote d'un nouvel outil. C'est une application mobile appelée Live Pollen. Grâce à ces capteurs installés à Metz, Pouilly et Voipy, le niveau de pollen et leur origine pourront être collectés et dévoilés en temps réel aux utilisateurs qui pourront ainsi anticiper leur traitement. Gérée par l'entreprise Liffy Air basée à Orléans, cette installation sera expérimentée pendant 1 an. Merci de nous avoir suivis. Pour la suite de votre programme, portez votre maillot Grenat pour suivre l'équipe de Graouli Mag. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.